À mon commandement. Prêt. Feu. Voilà comment débute une journée en Kapisa-sur-Obi, une région clé aux portes de Kaboul. L'artillerie afghane pilonne les positions des talibans repérées pendant la nuit. Répondez. Les soldats sont fiers de leur démonstration de force, mais pas facile de récupérer les coordonnées topographiques. Répondez. Il y a un an, l'armée française affirmait que les Afghans, entraînés par leurs soins, étaient prêts à combattre seuls les insurgés. Nous sommes retournés voir ce que devenait cette région dont la France a eu la charge au sein de l'OTAN pendant 4 ans. Répondez. Je n'arrive vraiment pas à les joindre. Attends, je les appelle sur le téléphone portable. Pourquoi vous ne répondez pas? Ça fait une demi-heure qu'on essaye de vous contacter. Tout va bien, il faut juste qu'ils nous répondent pour pas qu'on tire sur n'importe qui. On les a eus et ils disent qu'il faut tirer au même endroit qu'hier. 55 Français ont perdu la vie ici, au nom de la lutte contre les talibans. Mission accomplie ou sacrifice inutile? Après les tirs du matin, nous embarquons avec la colonne de blindés du corps 201. Formé par les Français, ce bataillon est considéré comme l'un des meilleurs du pays. Il doit défendre cette route de Sur-Obi, celle qu'utilisent les convois de l'OTAN pour ravitailler la capitale. Mais depuis le retrait français, les attaques se multiplient. Ce village-là est à moitié taliban. De temps en temps, ils viennent sur les montagnes et ils tirent. Et ils nous tirent dessus. Aujourd'hui, l'armée afghane a appris que les talibans ont planté une mine dans ce hameau. Un village connu pour son soutien historique aux islamistes. À l'époque soviétique déjà, l'armée rouge avait rasé ce foyer de Moudjahidine sans succès. 30 ans plus tard, l'armée afghane se déploie pour sécuriser les crêtes. Le but, éviter une embuscade aux équipes de déminage. Les mines artisanales constituent les armes les plus meurtrières des rebelles. Et les talibans s'aventurent de plus en plus près de la route pour les enfouir. Ça y est, ils ont trouvé la mine. Reculez vite. Il y a 302 mines. Celle avec un fil pour les déclencher. Celle télécommandée à distance, c'est la dernière, à pression. C'est celle qu'on vient de trouver. Vous mettez le pied dessus et ça explose. Si les mentors étaient français, les technologies sont américaines. Les États-Unis ont dépensé plusieurs milliards de dollars pour mettre sur pied cette armée. Allez, vas-y, fais-le avancer. Mais là encore, les Afghans ont quelques difficultés avec le robot. Très vite, ils se retrouvent bloqués par un caillou. C'est donc à la main et sans protection que les Afghans finissent de poser la charge pour faire sauter la mine. Voilà, c'est bon, tu peux y aller. Et maintenant, vite, tout le monde recule. Attention que tout le monde s'écarte. La voie est libre. Les soldats entreprennent de fouiller les maisons, à la recherche d'armes et de munitions, mais sans beaucoup de conviction. Regarde bien là-dessous. Il n'y a que des couvertures. Ils savent très bien qu'ici, les habitants n'ont jamais rien vu, ni rien entendu. Aux yeux des soldats, pourtant, la plupart de ces paysans sont pro-talibans. Comment tu vas, petit? T'es vraiment moche, toi, hein? T'as une sale petite tête de taliban. Regardez-les, ce sont tous des futurs talibans. Ça se voit rien qu'à leur sale tête. C'est devant la maison de cet homme que la mine a été retrouvée. Les soldats l'interrogent pour la forme. Je n'ai jamais vu les talibans dans ce village. Ils ne sont jamais venus. Je te jure devant Dieu. Pourquoi tu mens?
Ils sont venus devant chez toi et tu n'as rien vu. Non, promis. Ils viennent des montagnes la nuit, mais je ne peux pas les voir. On sait que dans ce village, 40% des gens sont des soutiens aux talibans. C'est avec leur coopération qu'ils viennent poser des mines ou faire des attaques sur la route. Je sais que ce villageois est en train de mentir parce qu'il a peur de dire la vérité. Il a peur des représailles la prochaine fois que les autres descendront de la montagne. Aujourd'hui, une dizaine de groupes talibans ou affiliés font régner leur loi en Kapisa et sur Obi. Nous avons pris contact avec l'un d'entre eux, l'émirat islamique d'Ouzbin. Il avait revendiqué l'embuscade la plus meurtrière contre l'armée française, 10 morts en 2008. Pour ce rendez-vous, nous devons nous enfoncer plus loin en territoire taliban. L'homme que nous allons interviewer est un porte-parole. Il fait partie de la branche politique du mouvement. On nous demande donc de ne pas filmer son visage. Moi aussi, je dois filmer l'interview. Nous avons des procédures. Mon commandement veut garder une trace des questions que vous posez et des réponses que je vous ai données. Dans les villages, ce sont des hommes comme lui qui font appliquer la loi des talibans. Bon, il faut bien que tu appuies sur REC. Et allez, on va se mettre là-bas. Ça faisait un moment que nous souhaitions parler à une chaîne française. Nous voulons dire au monde entier que les Français ont perdu la guerre ici et qu'ils sont partis après avoir subi de lourdes pertes. Le jour où les Français sont partis, tous les talibans étaient un peu tristes parce qu'ils nous ont volé notre victoire en s'enfuyant aussi vite. Mais il faut reconnaître que c'étaient des bons soldats. Ils ne tiraient jamais sur les civils, même quand on se cachait dans les maisons et qu'on leur tirait dessus depuis les fenêtres. Alors que quand l'armée afghane attaque, ils tirent sur tout ce qui bouge et font un maximum de dégâts. Ils tirent sur les femmes et sur les enfants, ils détruisent des maisons et ils tuent notre bétail. Nous devons interrompre l'interview en raison du passage d'un hélicoptère. Les Américains survolent en permanence cette région. Mais dans quelques mois, eux aussi seront partis. Un départ que les talibans revendiquent également comme une victoire. Tout ce que contrôle le gouvernement, c'est la route principale et les bases des étrangers. Le reste, on fait ce qu'on veut. L'armée afghane est une bande de mercenaires payés par les étrangers, mais quand tous les pays arrêteront de les aider, ils feront comme tous les mercenaires quand il n'y a plus d'argent. Ils arrêteront de se battre. Pour lutter contre l'emprise des talibans sur ces villages, les forces spéciales françaises menaient de nombreuses opérations de nuit. Nous avons réclamé pendant plusieurs semaines l'autorisation de filmer ces expéditions nocturnes. Enfin, un soir nous sommes convoqués par l'armée afghane. Nous allons mener une opération dans les montagnes. Nous avons eu des informations sur des mouvements ennemis sur les hauteurs là-bas. Est-ce que vous êtes prêts? En voiture. Le départ des blindés sur les chapeaux de roue est certes impressionnant. Mais très vite, nous comprenons la supercherie. Les voitures se sont arrêtées à quelques centaines de mètres de la base, tout phare allumé. Oui, c'est là qu'on va faire l'opération. Les hommes ne possèdent aucun matériel de vision nocturne. C'est avec l'éclairage de notre caméra qu'ils installent un mortier. Malgré le ridicule de la situation, le commandant ne se démonte pas. Dans la journée, les ennemis, ils n'attaquent pas car on peut les voir. Mais à la nuit tombée, ils bougent et donc là, on va les attaquer. Après avoir vidé leur chargeur pendant quelques secondes, les soldats reviennent déjà avec un prisonnier. Et qu'est-ce que tu fais avec un uniforme de soldat, hein? Le faux taliban a bien du mal à retenir un sourire. Allez, on le déshabille. Tu viens d'où là? Que Dieu détruise le Pakistan. Allez, emmenez-le.
Si c'est aussi facile de les arrêter, pourquoi les Américains n'ont pas réussi? C'est que nous avons beaucoup d'expérience et notre tactique était très bonne. On les a bien encerclés et donc ils n'avaient pas la possibilité de contre-attaquer. Au loin, nous apercevons notre soldat prisonnier parti se rhabiller. Cette parodie a le mérite de confirmer une triste réalité. La nuit, les talibans règnent en maître. Retour à Kaboul, où nous retrouvons un ancien traducteur des forces spéciales françaises. Pendant 5 ans, il a participé à des dizaines d'opérations de nuit. Nous devons cacher son identité, car les autorités françaises lui ont déconseillé de parler aux journalistes, sous peine de voir sa demande de visa refusée. Voilà, là c'est François Hollande et là c'est moi, et là c'est le général. C'était la fin de la mission des Français en Kapisa. À 27 ans, il est originaire de Kapisa, une région dans laquelle il ne peut plus revenir aujourd'hui, à cause des talibans. Avant, quand les forces françaises étaient là, la situation était contrôlable. Mais maintenant, c'est bien pire. Ils peuvent venir, ils peuvent s'infiltrer et ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Comme lui, des centaines de petites mains afghanes se sentent abandonnées, voire trahies par ceux qu'ils ont servis. J'ai interrogé beaucoup d'ennemis, 4 ou 5 leaders talibans. Je les ai questionnés, je leur ai demandé avec qui ils travaillaient et on les a envoyés en prison. Les talibans ont une idéologie. Si quelqu'un travaille pour les étrangers, il est considéré comme un infidèle, comme un espion. S'ils vous arrêtent, vous savez, ils vous décapitent ou au mieux, ils vous tuent. Depuis bientôt 1 an, cet interprète attend le visa que la France lui a promis. S'il ne l'obtient pas, il sait déjà qu'il tentera de rejoindre illégalement l'Europe. Ce sentiment d'abandon, il est visible sur le terrain. Côté développement, la coalition devait construire des écoles et des hôpitaux pour gagner les cœurs et les esprits. Là aussi, cette bataille semble perdue. Ce matin, nous embarquons avec le responsable des services de santé de la Kapisa. Le docteur Mirza part en tournée d'inspection. Dans la région, il connaît tout le monde et reconnaît facilement les militants islamistes qui circulent librement à moto. Vous avez vu? Ça, ce ne sont pas des personnes ordinaires. Vous pensez que c'était des insurgés? Oui, je le pense en effet. Dans ces vallées reculées, l'ambulance est le seul véhicule du gouvernement dans lequel nous pouvons nous déplacer en sécurité. Face à l'avancée des talibans, le docteur Mirza nous avoue qu'il a négocié des accords. Les combattants sont soignés sans crainte de se faire dénoncer aux autorités. En échange, les centres médicaux comme celui-ci sont protégés. D'ailleurs, le docteur Mirza n'utilise jamais le mot taliban. Si les opposants voient qu'il n'y a plus de médicaments ou qu'il leur manque quelque chose, ils envoient une demande au ministère de la Santé et ils nous disent ce dont ils ont besoin. Nous avons cet accord parce que j'ai décidé qu'on ne fait pas de différence ni de politique. Dans la santé, il n'y a pas de frontières. Ces dispensaires de campagne restent rudimentaires. Mais sans leur présence, de simples diarrhées seraient mortelles. Je viens d'un village, à 40 minutes à pied. Quand tu rentreras chez toi, il faudra que tu boives ce médicament mélangé avec de l'eau en bouteille. Nous aurions besoin d'un bâtiment en béton, parce que nous sommes dans une construction en terre. On n'a pas assez de place et on a besoin de plus de lits. Depuis 2001, la communauté internationale a pourtant investi des dizaines de millions de dollars en Kapisa. L'argent a bien été dépensé, mais rarement à bon escient. Le docteur Mirza a vu trop de belles promesses rester lettres mortes. Ce chantier, par exemple, devait être l'hôpital de référence pour toute la région. Quand est-ce qu'il a commencé ? Celui-ci, en 2006, il devait être terminé en 18 mois. On n'a jamais pu s'installer. Pour des raisons de sécurité, les bailleurs de fonds ne peuvent pas inspecter les travaux et délectent aux Afghans. Selon le docteur Mirza, 80% des projets de sa région seraient à l'abandon ou inutilisables.
Peu de chance pour lui d'inverser la tendance avec le départ des Français. Les entreprises font au moins cher et livrent des bâtiments mal faits, et ceux qui devraient protester ferment les yeux. C'est la corruption qui explique tous les défauts de construction, de retard et de chantiers arrêtés. Si la communauté internationale ne fait rien pour terminer ces projets, peut-être que c'est tout l'Afghanistan qui va rester comme ça, à l'abandon. Depuis 12 ans, le pays vit sous perfusion internationale. Pourtant, les victimes civiles sont toujours aussi nombreuses. Dans la banlieue de Kaboul, le camp de Bagrami. Ceux qui fuient la Kapisa se regroupent ici. Ouvert il y a 5 ans, les déplacés continuent d'affluer. Avec plus de 1000 personnes, le camp est déjà au maximum de sa capacité. La vie est dure ici, mais en Kapisa, on vit la peur au ventre. On peut aussi bien être tué par les talibans que par le gouvernement, et c'est pour ça qu'on préfère encore vivre dans ces tentes. Bachir a perdu son père dans des combats il y a 3 ans. Mais c'est la mort de son oncle dans un bombardement en mai dernier qu'il a décidé à fuir. Dans son malheur, la famille a eu un peu de chance. Elle a reçu le dernier abri disponible du camp. Une fragile protection contre les nuits glacées de Kaboul. C'est bientôt l'hiver et regardez, on ne peut même pas se protéger du froid. Et quand il neige, le toit peut s'effondrer. Malgré les conditions de vie difficiles, Bachir voulait éloigner sa famille de la guerre. Tu es allé à l'école. Et c'est quand les Français étaient encore là. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Une bombe a détruit mon école. Après, on ne pouvait plus y aller. Il y avait souvent des bombes, donc on ne pouvait plus sortir de la maison. Et qui posait ces bombes? On ne pouvait plus rester, on ne savait jamais si les enfants rentreraient vivants, ils pouvaient sauter sur une mine ou être tués dans des tirs. Je regrette le temps des Français. Ils ont contribué au développement et à la sécurité, mais après leur départ, c'était le chaos. J'aurais aimé qu'ils restent. Comme les Français il y a 1 an, les Américains ont prévu de se retirer l'année prochaine, quoi qu'il arrive. La population craint aujourd'hui que l'avancée des talibans dans les régions de Kapisa et Surobi ne soit qu'une répétition de ce qui se produira lorsque les dernières troupes de la coalition quitteront l'Afghanistan.